J'ai envoyé des CV, j'ai fait de porte-à-porte. Comment cette vision elle est née? Je me suis dit, 2 ans après, je dois voir plus clair dans la coiffure. Et c'était quoi la première opportunité que tu as eue dans le milieu de la coiffure? 1 an après, il y a un salon qui m'a sollicité. J'avais pas de BP, donc j'étais un autodidacte. Qu'est-ce que tu aurais voulu aimer savoir avant de te lancer? Map, bonjour. Oui, bonjour Jaurès. Comment tu vas? Toujours la course? Ça court, ça n'arrête pas. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? J'ai plusieurs casquettes, mais j'adore plus la casquette de coiffeur. Comment t'es venue l'idée d'ouvrir des salons de coiffure? J'ai jamais rêvé, déjà de faire de la coiffure mon métier. J'ai jamais rêvé avoir des salons. Donc c'est avec le temps. Je l'ai fait naturellement. Et c'était quoi la première opportunité que tu as eue dans le milieu de la coiffure? J'ai un BTS en génie énergétique. Ah ouais? C'est ça que je savais pas. Oui. Ok. Après mes études, tu sais, c'est quand tu finis tes études, tu es motivé et tu te dis, bon, je vais aller travailler, je vais faire. Donc, j'ai envoyé des CV, j'ai fait de porte-à-porte. Il s'avère que j'ai toujours coiffé. Ce que je fais dans la coiffure, ouais, ça plaît. Donc là, je vais prendre un peu la coiffure au sérieux. Je vais essayer de faire de la coiffure à domicile. Sur Reims, je connais pas grand monde. Quelle clientèle qui peut m'accepter très rapidement. Il s'avère que je suis issu du quartier. J'ai dit à ma femme, on va l'appeler le coiffeur du coin. Elle me dit non, quoi, coiffeur du quartier, coiffeur du coin. Bon, c'est parti. Et donc, elle a fait les flyers, c'est elle qui a créé le compte Facebook. Et c'est parti de là. Ok. Je me suis dit, 2 ans après, je dois voir plus clair dans la coiffure. Ou j'arrête, je repars à l'AFPA. Oui, je repars à l'AFPA, refaire encore une remise à niveau. 1 an après, il y a un salon qui m'a sollicité de venir travailler avec eux. Je suis parti à l'entretien. Le but de se rendre, c'était pas pour aller travailler avec eux, mais c'était pour m'évaluer. Je ne savais pas vraiment sur le marché, je valais combien. 2 ans après, il y a une dame qui est venue s'installer sur Reims, qui avait un salon de coiffure sur Paris. Et elle a voulu ouvrir un salon sur Reims. Elle est tombée sur moi. Elle m'a appelé, le feeling est passé. Et c'est là où j'ai intégré un salon de coiffure. Pour ma première fois, je n'avais jamais travaillé dans un salon. J'intègre le salon et je suis responsable du salon. Et c'est moi qui s'occupe du recrutement. Je me suis dit, waouh. Et ça s'est bien passé. Donc j'ai eu 2 collaborateurs. 1 an après, elle m'a revendu le salon. Est-ce que quand tu coiffais à domicile, tu te sentais déjà ou tu te voyais déjà entrepreneur? Je coiffais, j'avais pas d'objectif, sauf que je m'étais fixé pour 2 ans. Je dois me retrouver, mais je ne savais pas comment me retrouver. Mais je me suis dit, je dois me retrouver parce que j'avais pas de BP, j'avais pas de CAP. Donc j'étais un autodidacte, mais je disais que non, dans 2 ans, je dois me retrouver. Parce que j'ai entendu des histoires fous là-dessus. Que tu coiffais à gauche, à droite, tu étais partout jusqu'à 22, 23 heures, même jusqu'à 4 heures du matin, tu étais en train de coiffer. Pire que ça, j'avais mon vélo. Ouais, c'est ce c'est ce qu'on m'a dit. Oui, je faisais à domicile avec mon vélo. Et maintenant que tu es ici, comment tu revis ça? Je suis toujours dans les nuages. En fait, j'ai pas l'impression que le temps est passé. Pour moi, je me dis, je suis en train de commencer, quoi. Ah, ça fait bientôt 10 ans quand même. Non, mais franchement, pour moi, je me cherche encore. On va revenir sur les autres salons. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur celui-là. Je me rappelle au début, quand tu voulais ouvrir celui-là, j'étais là, je disais, mais ça ne peut pas marcher. Par rapport au quartier, par rapport à ce que tu voulais, la vision que tu avais de ce salon-là, j'étais sceptique. Comment cette vision, elle est née? Parce que tu as commencé barbeur, enfin, entre guillemets, simple barbeur, comme tout le monde. Et là, aujourd'hui, tu coiffes les femmes, tu es spécialiste dans les cheveux bouclés. Comment la vision de Map Stylaire, ce salon-là où on est née? Au fil du temps, je regardais ma clientèle grandir.
Je me dis, mais tiens, mais dans 5 ans, 10 ans, je vais perdre cette clientèle. Et comment ferais-je pour pouvoir grandir avec cette clientèle, vieillir avec cette clientèle? Il s'avère que le coiffeur du quartier, quand tu arrives au salon, il y a des greffes partout, il y a des maillots. Donc ça parle plus à la jeunesse. Donc je me disais que je dois trouver un espace vraiment qui va me permettre de pouvoir grandir et vieillir avec ma clientèle. Et un bon jour, j'ai reçu un texto. Bon, bonjour Map, la personne s'est présentée en me disant qu'elle vendait le salon. J'ai souri, j'ai laissé couler au moins près de 2 mois. Je lui envoie un message. Elle me dit oui, oui, c'est toujours en vente. On se fixe. J'arrive, je regarde le salon, l'emplacement, ça m'a plu par rapport à ma vision. Il s'avère que je venais d'ouvrir un nouveau salon à Chalon. Donc ça faisait 2 mois. Et quand je suis tombé sur ça, j'ai dit bon, il faut aller. Et par rapport à ma vision, j'ai dit bon oui, là, là maintenant je peux vivre avec ma clientèle. Et donc c'est pour ça que je suis arrivé et j'ai mis le paquet. Et justement, en mettant le paquet, c'est quoi les challenges ou les défis que tu as eu à l'ouverture? Parce qu'on est là, on est à Châtillon, c'est un quartier entre guillemets sensible de Reims. Comment tu as surmonté les défis par rapport à toute cette vision de ce quartier-là? Je ne me suis pas posé la question. Les gens qui se rendent au centre-ville, la majorité, c'est les habitants de quartier. Alors qu'ils quittent le quartier pour se rendre au centre-ville, pour aller se faire coiffer et revenir chez eux, se laver, s'habiller et ressortir. Donc avoir un bon coiffeur qui est à 2 pas de chez toi, il n'y a pas mieux. Parce que là, on est quand même dans un quartier, enfin dans un salon assez chic, on peut se le dire. Et ces coiffeurs, ils sont habillés en blanc. Toi, tu es en costard pratiquement. Je vois rien, il n'y a jamais eu de cambriolage ni de vitrine cassée. Et il y a des moments où je me dis, mais c'est quoi la définition d'un quartier sensible? Il y a eu des émeutes, mais rien n'a été touché. Donc je me dis, que c'est quoi un quartier sensible, quoi? Finalement, l'environnement, ça impacte peu sur ton activité au final. Ça impacte peu, il y a des joueurs de foot, ils arrivent, ils se garent, ils ne se sentent pas inquiétés, ils rentrent, ils se coiffent. Et j'ai jamais eu de plainte d'un client qui me dit que non, ma voiture a été cassée. Non, non, non. Ah non. Aujourd'hui, tu as 6 salons de coiffure, si je ne dis pas de bêtises. Au début, tu avais celui du centre-ville, le tout premier. Ensuite, pas très loin, tu en as ouvert un. J'ai même posé la question, je dis, mais pourquoi tu en ouvres un juste à côté? Et tu m'avais répondu qu'il y a de la place pour tout le monde. Ensuite, Orgeval, après Chalon, Lille. Comment tu as eu cette vision? Parce que tu n'es pas le premier coiffeur. Comment tu as eu cette vision d'en ouvrir plusieurs? En 10 ans, pratiquement tous les 2 ans, tu as ouvert un salon. Comment tu as eu cette vision? Et comment ça s'est fait? La vision, ça se construit, ça s'écrit. J'ai jamais rêvé à avoir 3 salons, 4 salons. C'était pas un rêve pour toi? Non, 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 non. Si l'occasion se présente, je regarde, bon, est-ce que c'est bon, l'emplacement c'est bon pour moi, après bon, après je fonce. J'ai jamais rêvé à avoir 5, 6, 7 salons, j'ai jamais rêvé. En fait, tu as juste saisi les opportunités qui se présentaient à toi. Ok. Et tu penses que les opportunités se sont présentées parce que tu étais ouvert aux opportunités? Après, je me dis peut-être parce que ce que je dégage. Hmm. Parce que la majorité des gens qui sont venus vers moi. Je suis jamais allé toquer à un salon. Est-ce que vous vendez le salon? Ah non. J'ai fait combien de créations? J'ai fait 2 créations. Et le reste, c'est des rachats. Et de création, c'est lesquelles? J'ai fait celle de Neufchâtel et celle de Chalon. Ok, ça c'est toi, toi propre. Et le reste, c'est les opportunités qui sont venues à toi et tu les as saisies au final. D'ailleurs, je lis de Lille. C'est celui-là, il est super intéressant parce que la personne, elle est venue vers toi. Est-ce que tu peux nous raconter ça, comment ça s'est fait? Oui, la personne m'a contacté sur Facebook. Et je suis parti, j'ai regardé l'emplacement. C'était magnifique. C'était magnifique. Le prix,
abordable, bon, je me suis lancé. Et selon toi, c'est quoi les clés pour ouvrir et faire tourner plusieurs salons de coiffure en même temps? Les clés, c'est le personnel. Le plus dur dans un business, c'est pouvoir transmettre au personnel. En fait, c'est ça le plus dur. Une fois que la connexion est là, la transmission, c'est bien passé et tout va marcher. Et en parlant de management, comment tu recrutes et formes tes équipes? La majorité des mes responsables de salon, c'est mes coiffeurs. C'est mes collaborateurs de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et quand j'ouvre un salon, avant de me lancer, j'en parle à un que j'estime peut faire l'affaire. Regarde, j'ai un projet. Est-ce que je peux compter sur toi? Oui, c'est bon, tu peux compter sur moi. Et là, je me lance. En plus, aujourd'hui, tu as des collaborateurs qui sont là quand même depuis des années. Mon plus ancien collaborateur, ça va faire 10 ans. Maître Chang, c'est Ah lui? oui, oui, c'est ça. Plus de 10 ans quand même, c'est fou quoi. Et quelle est la place que tu donnes à l'expérience client dans tes salons? Il y a certains clients, ils se disent que peut-être que les coiffeurs, c'est des magiciens, c'est des robots. Aujourd'hui, dans mes salons, si la personne n'est pas satisfaite, c'est que l'explication n'a pas été comprise. Tous mes coiffeurs, ils sont compétents. Et c'est la compréhension. Parce que bah, dernièrement, on a eu le sujet, on en a parlé, sur les avis, que certains donnaient des avis qui ne sont pas représentatifs de leur expérience dans le salon. Et ça m'a choqué parce que personnellement, tu répondais à chaque client, à chaque commentaire. Tu n'hésitais pas à les inviter à revenir s'ils ont eu une mauvaise expérience. Quelle est la place de ça dans tes salons, dans tous tes salons au final? Je lis certains avis qu'il y a trop du monde, il y a trop d'attentes. On a des salons qui font avec rendez-vous et des salons qui se font sans rendez-vous. La personne qui est pressée, oh, il vient chez Mapstiller. Il y a ces clients qui sont vraiment très compliqués. Ouais, tu coupes à gauche, on va dire à droite, à droite, à gauche, et ça prend du temps. Et la personne qui vient, il y a 5 à 10 minutes de retard, mais il ne va pas te comprendre que c'est la personne qui était là avant qui t'a pris plus de temps que prévu. Non, mais le client, lui, il arrive, si c'est 15 heures, c'est 15 heures, il arrive. Et on n'est pas des robots. Mais ça, tu peux le comprendre. Que par exemple, la personne qui a pris un rendez-vous à 15 heures, elle veut être prise à 15 heures. Oui, dans la logique. Dans la logique. Le client qui vient après ne peut pas comprendre. Mais comment dire, le retard, c'est pas Joe coiffeur, c'est le client d'avant. Et après, je répète toujours sur l'humain. C'est l'humain qui coiffe, le travail est manuel. On a une pression. Chaque client, c'est un challenge. Vous avez l'impression que vous arrivez, vous êtes assis, on vous coiffe, mais non. Chacun a sa texture de cheveux. Chaque texture a ses caprices. C'est dur. Et ça fait partie du métier. Et il faut toujours avoir le sourire. Même si le client t'énerve, il faut toujours avoir le sourire. Et c'est ce que je dis en équipe, il faut toujours avoir le sourire. Là, c'est ce que j'ai pu remarquer. Tout le monde est souriant, calme, parce que j'ai été vu gérer pas mal de conflits déjà. Tu es toujours resté calme, tu expliques. Et est-ce que tu penses que c'est ce qui fait que tu assures une bonne qualité dans tous tes salons? Oui, c'est le personnel, mais c'est surtout le personnel. Il faut avoir des bons collaborateurs, surtout passionnés du métier. Là, on va parler un peu de tout ce qui est partie entrepreneuriale. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu aurais voulu aimer savoir avant de te lancer? C'est d'avoir un guide. Ok. C'est d'avoir un guide. Se lancer dans le vide comme moi je l'ai fait. Je le conseille à personne. Est-ce que tu penses que certaines erreurs ou difficultés, tu les aurais quand même gérées de la même façon, même si tu avais quelqu'un? Je crois pas au karma. Mais je peux te rassurer que dans l'entrepreneuriat, oui, le karma existe. Tout se paye. Des erreurs que tu as fait il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça finira par te rattraper.
Comme quoi, par exemple? Dans tout ce qui est paperasse, dans tout ce qui est fournisseur, il y a eu plein des erreurs, mais je l'ai payé. Autour de moi, je n'avais pas un entrepreneur. J'étais le premier entrepreneur. Donc je demandais conseil à personne. Je n'avais jamais fréquenté un coiffeur. Je me suis débrouillé, quoi. Il faut être assisté à une personne qui l'a déjà fait, au moins c'est plus rassurant. Ça va t'éviter de faire beaucoup de bêtises. Est-ce que tu penses que certaines erreurs ou difficultés, tu les aurais quand même gérées de la même façon, même si tu avais quelqu'un? Ça allait être mieux géré et tu es averti, en fait. Tu sais que ça, si tu fais pas bon, ça, tu es averti. Ce qui était quand même bien, c'est que je suis tombé sur une comptable qui est magnifique. Là, tu m'en parles beaucoup de la comptable. Oui, oui. Certes qu'à la fin, ça s'est mal passé, mais non, elle m'a beaucoup soutenu. Elle t'a beaucoup aiguillé aussi, non? Ah oui, avec elle, j'ai beaucoup appris. Elle m'a rendu dur. Aujourd'hui, tout le monde veut un peu se lancer dans l'entrepreneuriat sans se rendre compte de toute la pression, le stress que ça engendre. Toi, comment tu arrives à gérer la pression et le stress? C'est d'abord ta personnalité. Comment tu arrives à gérer les trucs de tous les jours? Comment tu arrives à gérer ta famille? Quand tu es du genre à te stresser dans tout ce que tu vas faire, tu vas stresser. J'essaie de faire la différence entre la vie professionnelle et la vie de la famille. On va y venir, ça. Souvent, le professionnel prend un peu le dessus. Parce que quand je suis pas bien au boulot, quand je rentre, ma femme sait que il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, tes business, ils prennent une grande place dans ta vie. Tu y penses tout le temps? Ah oui, ça prend beaucoup de la place. Je rêve que business, je parle que business et je réfléchis que business. Et jusqu'ici, ça a été quoi la plus grande fierté que tu as pu accomplir? Je me cherche encore. On revient toujours à ça. Oui, je me cherche encore. Je regarde pas tout ce que j'ai accompli, pour moi c'est rien. Quand je vois les gens qui ont accompli des trucs, je me dis j'existe pas. Donc j'essaie d'exister et encore du chemin. Pour toi, il y a encore beaucoup de chemin? Ah oui, Parce que tu as quand même 600 de coiffure. il y a encore du chemin. Ah oui. J'aimerais qu'on parle d'un épisode. C'est celui de Londres, le projet à Londres. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'en es arrivé à... Je suis obligé de t'en parler. Comment t'en es arrivé à investir à Londres? Et je connais la fin. Et comment dire? Et nous raconter la fin pour en tirer justement des leçons. Je peux dire c'est peut-être le plus fou de mes projets. Ma femme, elle est entre Londres et Reims. Elle s'est installée à Birmingham. Donc elle m'a dit que vraiment, c'était une ville magnifique. Il y avait vraiment des opportunités, il y avait un truc à faire. Je regarde la ville, waouh, très dynamique. Il y a la jeunesse, ça vit, ça promet. On s'est dit, bon, on trouve des bons plans. On est parti sur un projet barbershop et bistrot. Et on est tombé sur un local de 2 niveaux. Allez, c'est parti. Le local, c'était vide de vide. Il y avait tellement des travaux à faire. On ne s'est pas rendu compte de ce que ça a dû coûter. Le business plan qu'on avait fait, c'était avec une boîte des experts. Mais c'est explosé le business plan. On a signé le bail, je crois, 3 semaines avant le Covid. 6 mois des travaux. On s'est dit, bon, c'est bon, donc le Covid, ça va aller, ça va durer 1 mois, 2 mois. Après, pendant le Covid, on a payé les gens pour faire les travaux. On s'est dit, non, non, non. Par rapport au projet, on va abandonner le projet de barbershop et on le remplace par un bistrot-café. On a fait du bistrot-café et bar à champagne et le restaurant était en travaux. On a fini les travaux du restaurant et avec le temps, on s'est rendu compte que non, il fallait casser l'espace bistrot pour agrandir le restaurant. Et à partir de là, le business a commencé à tourner. Je crois 2 ans après, madame est tombée enceinte, donc elle devait revenir sur Reims pour être plus proche de moi. Et on a délégué, mais sauf que ça n'a pas tourné comme on a voulu. On l'a mis en location. Et là, on réfléchit pour pouvoir le vendre. Il était incroyable cette histoire. Il était incroyable. Je me rappelle, tu étais trop content en fait. Quand tu vois ce qu'on investit, mais c'est fou. Et t'en tires quoi des leçons de ça? J'ai appris beaucoup, donc s'il s'agit de recommencer, je peux encore recommencer. On essaie, ça ne marche pas, on réessaye encore et encore, encore et encore. Il y aura un jour que tu vas tomber sur un bon plan. Et tu as le courage
si tu as encore la niaque et si tu as la santé, surtout la santé. Et le mental qui va avec. Tu as parlé de madame, on va faire un point du coup sur la vie familiale. Aujourd'hui, tu es CEO, tu es mari, tu es père. Comment tu arrives à concilier tout ça? C'est comme une femme, quand elle sort de la maternité pour la première fois, elle est maman. Alors elle fait comment? Tu as fait de son mieux? Il n'y a pas de recette, tu t'adaptes et il faut avoir une bonne femme qui va te soutenir. Ça, c'est très important. Tu penses que c'est la clé? C'est parmi les clés. Ouais, parce que souvent je la vois filmer, elle t'accompagne dans les déplacements, c'est elle qui filme la plupart de tes vidéos. Des fois, elle fait même le shampoing. Ah non, mais chez ma femme, elle est présente. On ne la voit pas, mais elle est là. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, la famille, elle joue un rôle important dans ton équilibre vie personnelle, vie professionnelle? Ah, bien sûr, il faut être bien entouré, c'est dans tous les sens. C'est un refuge, la famille. Si t'épaules, c'est bon, tu as tout gagné. Ils ont beaucoup joué dans ta réussite? C'est un gros mot, la réussite. Dans ce que tu as accompli jusqu'à présent? Ah oui, ils sont là et ils seront toujours là. Chacun avec leurs compétences. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, quand tu as ouvert le fumoir, la veille de l'ouverture, on était parti au fumoir, il y a eu un problème électrique, je ne sais pas si tu te rappelles. Et on est resté jusqu'à 2-3 heures du matin, on a appelé, quand on a levé le disjoncteur, il a sauté. Et c'est la famille justement qui est venue nous aider à ce moment-là. Ça fait partie du business. Il y a des imprévus. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une femme qui est présente, qui va te comprendre, qui sait c'est quoi entreprendre. Il y a le stress du travail, il y a le stress de la maison. Tu vas finir par t'exploser. Le taux des divorces dans la vie des entrepreneurs, c'est énorme. C'est énorme. Et à un moment, tu fais le choix entre ta femme et le boulot. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il faut avoir une femme qui est prête à te comprendre. Et au travers de tout ce que tu es en train de bâtir, qu'est-ce que tu transmets à tes enfants? Aujourd'hui, ce que je veux qu'ils puissent retenir, c'est que leur papa bosse. C'est des valeurs de travail. Je dois avoir un papa qui sort le matin, qui rentre le soir. De temps en temps, il vient au salon, il m'assiste travailler. Je dois voir que le papa travaille. Et avec le temps, est-ce qu'il va suivre mon chemin ou pas? Bon. S'il suit mon chemin, c'est bon. Il sera le bienvenu, il sera bien accompagné. Et s'il ne suit pas mon travail, s'il ne suit pas mon chemin, donc j'espère que le chemin qu'il va suivre, il va aussi avancer. Je vois que le plus grand, il est dans Mbappé Project. Tu sais ça, c'est les rêves de gamin. Ils rêvent tous être des Mbappé. Dernièrement, tu me confiais que tu voulais prendre un peu de distance et passer plus de temps avec les enfants. Oui, c'est ce qui se fait. Là, j'ai réduit mes jours au salon. Et certaines clientes, ils veulent que ça soit moi et par rapport à mon planning, ne trouvent pas le temps. Donc, je dois décaler mon planning pour leur satisfaire. Il y a 2 fois, je coiffe les dimanches. On est dimanche aujourd'hui, tu as des clients à faire. 2 fois, je coiffe les lundis alors que les lundis, le salon est fermé. Et ça fait partie du business. C'est la passion qui te guide. Effectivement. La passion, toujours l'envie de satisfaire, de satisfaire. Tu as donné de la chance à beaucoup de gens. D'où te vient ce désir de transmission? La coiffure, c'est un métier qui n'est pas ingrat. Plus que tu avances, plus que tu es obligé de transmettre. Tu ne peux pas gérer 2 salons, 3 salons sans pouvoir transmettre. Et au travers de toutes les personnes que tu as transmises, il y en a pas forcément bien rendu. Comment tu le vis ou comment tu l'as vécu? Pour la première fois, c'est quand ça m'est arrivé, j'étais pas prêt, je l'ai mal vécu. Aujourd'hui, je le mets en patron, écoute, demain, on va te traiter de monstre. En fait, ça, c'est l'humain. Même si tu sais que c'est pas vrai. Mais ça fait partie du business. C'est arrivé, ça arrivera et ça va. Oui, c'est une personne que tu donnes tout et tu te retrouves avec le prud'homme. Ouais, ça fait partie du business. Ça fait partie du business. Une petite erreur, ça peut te coûter très cher. Est-ce que tu dois comme un mentor? Je me vois pas, je suis un menteur. Tu es un mentor. Oui, je me vois pas, je suis un menteur. Tu as beaucoup d'apprentis. Sur une semaine, j'ai dit, mais il sort d'où lui? Je fais que ça. Et c'est mon plaisir. Et ça, je vais toujours le faire. C'est en moi, je peux rien. Je te rappelle, c'était en 2021, je crois. Je voulais ouvrir un coiffeur de quartier à Nantes. À Nantes, oui. Ce qui m'a impressionné dans cette aventure-là, c'est que j'y connaissais rien. Et tu m'as donné ma chance, tu m'as dit, bah, vas-y, tu fais ça, tu trouves des locales, tu trouves des coiffeurs. Je suis venu ensemble. Ça l'a pas fait parce que ça l'a pas fait, mais tu donnes ta chance.
Effectivement, ça c'est aimable. J'ouvre la porte à la personne vraiment qui a envie, qui a faim, comme on dit. Du coup, qu'est-ce qui te nourrit au quotidien, au-delà du business? Le business, c'est ma famille. Et pour toi, c'est quoi la plus belle chose qu'on t'ait dit sur toi en tant que père, en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur? En tant que père, mes enfants sont là, ils me disent qu'ils m'embrassent, papa, je t'aime. Alors, comment ça a été ta journée? Tu me le dis souvent ça. Oui, C'est ce qui te marque le plus? Ah oui. Quand t'es un enfant de 8 ans, il arrive, saute sur toi, papa, la journée, ça a été, c'est magnifique. C'est magnifique. En tant qu'entrepreneur? Autant qu'entrepreneur, c'est de voir mes collaborateurs que je forme entre des volets deviennent des entrepreneurs. Il y en a une plein en plus. Oui. Tu peux passer par un de tes salons et Oui. puis derrière, dès qu'ils ont fini, tac, ils ont ouvert leur propre salon. Moi, personnellement, ça me fait plaisir de voir une personne qui a travaillé avec moi et qui part, qui va ouvrir son propre business. Parce que je me dis qu'une personne qui a travaillé à mes côtés, il part toujours avec quelque chose de moi. Que tu le veuilles ou pas, que tu l'admets ou pas, mais le fait de travailler à côté d'une personne pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a quelque chose qui se transmet. Et je viens de trouver une question qui est un peu particulière. Sur un de tes coiffeurs, Chérif, tu as commencé avec lui au coiffeur du quartier du centre-ville. Oui. Pour l'avoir connu, coiffeur du quartier du centre-ville jusqu'ici, l'homme a évolué. Comment tu as joué un rôle dans cette évolution-là? Non, déjà, Chérif, je ne lui ai pas pris du centre-ville à ici. Ici, je venais pour bâtir un nouveau univers, donc je voulais partir avec des nouveaux coiffeurs. Et Chérif a vu ma vision, il m'a suivi dans ma folie. Il m'a dit, il doit intégrer ma petite heure. Je lui ai dit, mais je viens de me lancer, je sais ce que tu vaux, donc je ne pourrai pas te payer. Il me dit, la paye, on va en parler après. Je lui ai dit, si tu commences avec moi, là-bas c'est un nouveau, je te donne le SMIC. Il me dit, il n'y a pas de problème. Et donc il est venu, bon, c'est Chérif, hein. Il porte bien son blaze. Ouais. Non, écoute, Chérif, c'est un coiffeur que j'apprécie. Donc, on a souvent un adage qui dit que l'élève dépasse le maître. Quand la transmission se passe très bien, il y a des bons retours. Il y a certains clients qui préfèrent se coiffer avec Chérif qu'avec moi. Ça me fait plaisir. Alors que chez Chérif, c'est parmi les coiffeurs que j'ai beaucoup crié pour son apprentissage. Toi, je te posais la question. Oui, parce qu'avec Chérif, c'est au-delà de la coiffure. Notre relation, c'est un peu spécial. Si on n'avait pas tissé un truc avant, je le disais, arrête. Et donc, c'est ce truc qui m'a poussé je peux dire, le supporter. Ah oui, mais... Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Et si tu devais repartir à zéro, qu'est-ce que tu ferais différemment ou pas? Sur mes recrutements, j'allais être très sévère parce qu'il y a eu un bon moment où j'ai recruté pas mal des anglophones. Ils avaient du mal à communiquer. Dans la coiffure, c'est pas top. Bon. Sinon, le reste, tu ferais la même chose pratiquement de la même façon. On doit avoir un peu des améliorations. Déjà, à la base, j'ai commencé autant qu'autodidacte. En fait, je suis parti à l'école de la coiffure en étant patron de 2 salons. Donc, je me suis dit que non, il y a un truc qui me manque là. Donc, je suis reparti, j'ai fait CAP, j'ai fait le BP, en étant patron de 2 salons. Et j'ai beaucoup appris. Et qu'est-ce que tu dis quand tu doutes? Je ne suis pas du genre à douter. Je suis une personne bien réfléchie. Quand je sais que je peux, je me lance. Quand je sais que je ne peux pas, j'arrête facilement. Quand je sens que ça ne me parle pas, j'arrête. Quand je sens que... Le temps de te concentrer, et Oui. quand tu sens que c'est bon. Quand je sens que c'est bon. Et même une fois, quand je me lance et quand je sens que ça c'est une bêtise, je m'arrête. Okay. Donc t'as pas d'ego maintenant? Non, j'ai pas d'ego. Mais ça fait partie du business. Tu peux te tromper, tu peux échouer, c'est du business. Ça marche pas. Et quel est le message que tu aimerais laisser à la nouvelle génération d'entrepreneurs? On en face une génération qui connaît tout. Ils sont tous meilleurs. J'ai eu des entretiens. Une personne arrive, pas d'expérience, du salon. Il coiffe ses 2 potes à la maison. Il arrive et il me dit qu'il veut une paye de 1700. Waouh, 1700? Dans la coiffure, un débutant 1700. Je dis, mais quoi, tu t'es trompé de métier? Je suis parti donner 2000, 3000. Il faut faire tes œuvres. On commence petit et on monte. Il me dit non. Ou c'est ça, ou c'est rien, parce que moi j'ai ça à payer, j'ai ça à payer, j'ai ça à payer. Quelle jeunesse. Ils veulent aller trop vite.
Ils veulent aller trop vite, trop vite, trop vite. Après, pour des gens qui ont la tête posée, il faut être déterminé, il faut croire à ses rêves. Et ça finit par se réaliser. Il ne faut pas lâcher encore et encore, encore et encore. Il faut réessayer encore et encore. C'est toujours mieux de commencer très tôt. Et se tromper, justement. Oui, c'est ça. Et puis, quand tu commences très tôt, tu as la possibilité de te tromper, de tomber, de te relever encore et encore. Dans 3-5 ans, où tu vois Maps Stiller? Je prouve à rien, je marche. À part la déco, il y aura encore quoi? Qu'est-ce que tu aimerais concrétiser dans la coiffure? Je peux dire que j'ai presque tout fait. Et il me reste encore quoi faire dans la coiffure. À part créer une marque de produits. T'aimerais bien faire ça? Non. Pourquoi? Il y a trop de boulot. À quel moment je vais respirer? Le début, c'est très dur, le début. Je laisse ça aux gens qui ont encore cette niaque d'aller chercher plus loin. À démarcher les coiffeurs. Est-ce que tu as des conseils à donner à des gens qui veulent se lancer dans la coiffure ou veulent leur son de coiffure? Non, mais il y a la place pour tout le monde. S'ils ont le courage, si les banques peuvent leur suivre, ils doivent aller. Là, demain, si je veux ouvrir un salon de coiffure, c'est quoi le processus à suivre? Déjà, il faut commencer comme un salarié. Il faut travailler dans un salon au minimum 2 ans. Un coiffeur à la maison et dans un salon, c'est pas pareil. Et si on parle en termes de chiffres, par exemple, un coiffeur de quartier, en termes de coût, ça représente combien de temps? Le coût d'un salon dépend de la clientèle que tu vises. C'est de la clientèle que tu vises. Un salon, tu peux mettre en place un salon à 15 000 euros, à 20 000, à 30, à tout ce que tu veux. Donc ça dépend de la clientèle que tu vises. Moi, ce salon, j'étais pas loin de 100 000 dans ce salon. C'est quoi ta vision du secteur capillaire? C'est un marché qui prend beaucoup de coûts. L'évolution des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de coiffeurs à domicile et des très bons coiffeurs. Ils ne respectent pas les prix. Chacun fait sa tête. Ça ne tue pas le marché parce qu'il y a de la demande. Chacun trouve son compte. Il y a des clients que pour le salon. Merci beaucoup. Merci à toi.